Télérama. Et moi je ne sais pas si je vais commencer par là justement. Comment ça se fait que c'est vous qui faites toutes les règles? Alors, rolling, 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 rolling. Pourquoi le Brésil? Il y a tellement de raisons que mais je peux en énumérer quelques-unes. Les gens déjà, la puissance de la culture locale du Brésil, qui s'exprime à travers, pour moi, que ce soit la littérature ou la musique, la rythmique, la nourriture. C'est un pays vraiment où on est très loin et en même temps on n'est pas dépaysé en tant qu'Européen, je trouve. Pour la langue, pour le pays incroyable que c'est avec ce littoral extraordinaire, encore intouché. Pour cette sensation de liberté qu'on a quand on est là-bas, où on a l'impression qu'il n'y a pratiquement pas d'interdit. Pour cette espèce d'organisation complètement chaotique, qui vous donne aussi un sentiment de liberté permanent. Pour la beauté des gens. Pour la saudade. Tout ça, quoi. Après, vous savez, on a tous un ailleurs. Hein. Moi, le mien, je l'ai désigné très très tôt, avant même de comprendre que c'était ça, d'ailleurs. Je crois que j'ai vu Orfeo Negro trop tôt. Du coup, à travers Orfeo Negro, que j'avais vu au Kino Panorama quand je devais avoir 6-7 ans avec mon père, j'ai découvert la musique de Tom Jobim, la musique de Jean Gilberto, Vinicius de Moraes. Et puis j'ai découvert la langue aussi. Et la langue, très vite, j'ai eu envie de l'apprendre. Du coup, je l'ai très vite apprise. Et mieux je la parle, mieux je me porte. J'adore, quoi. Dès que j'ai l'occasion de la parler, c'est un truc qui me met de bonne humeur, en fait. Je peux être à Paris, au milieu de galères, avec des trucs, machin, etc. Je me mets une petite samba. Vraiment, ça va mieux. On continue. Uma réplique da deriva. Porque você é uma criança, você não pode entender essas coisas. Parce que tu es un enfant et que tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Porque você é uma criança e você não pode entender essas coisas. Voilà, là c'était mieux. Ce que vous avez dû jouer lors de votre tout premier bout d'essai. Putain, je ne me rappelle plus parce que vous savez, j'ai quand même commencé tôt. Alors là, attendez, il faut que je vous trouve un truc plus récent parce que là, je ne peux pas remonter aussi loin. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de choses que je me rappelle d'un truc. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que assez récemment, c'est-à-dire il doit y avoir 3-4 ans, Gilles Mimouni m'a envoyé mes essais de l'appartement. Et qu'en fait, ces essais-là étaient les essais où j'ai rencontré Monica Bellucci pour la première fois. C'est-à-dire qu'en fait, notre première rencontre a été filmée. C'est pas rien quand même, vous savez, ces choses-là. Surtout avec le temps qui passe. Et que j'ai été frappé par une chose, c'est qu'on a fait ces essais-là. Donc c'est une caméra comme ça, on est assis sur un canapé et en gros j'essaie de la draguer, elle m'en va promener et je fais le mariole, bon voilà, c'était ça. Il faut se méfier des premières fois parce qu'en fait tout est là déjà. C'est ça que j'ai compris en voyant ces essais-là. C'est-à-dire qu'en fait il y a quelque chose qui se cristallise quand il y a quelque chose, quand on a des rencontres importantes dans notre existence, je crois. Il y a des choses qui se cristallisent, on croit que c'est rien, mais en fait c'est définitif. Et qu'en voyant ces essais-là, j'ai compris ça fait peur carrément. Il n'y a pas besoin d'apprendre à se connaître, quoi. Ça fait peur un peu ça. Alors, est-ce que jouer est un sport? Non. Non, c'est pas un sport parce que dans le sport, il y a compétition, il y a résultat. Et c'est le contraire pour moi du jeu. Il faut qu'il y ait un résultat, mais c'est pas ça qu'on pense. C'est un abandon, c'est... Et en même temps, il y a pas mal d'analogies aussi entre le sport et ce que fait l'acteur, le jeu de l'acteur, c'est qu'il y a un abandon. Mais pas comme tous les sports. Je pense qu'il faut... moi qui aime beaucoup le surf, par exemple, et la capoeira, qui sont des choses qui sont vraiment basées sur l'adaptation du moment à ce qui se passe, parce qu'une vague change de forme, parce qu'elle ferme, parce qu'on n'est pas là où on est censé être.
sur une section. Et donc c'est une impro permanente où on est obligé de se dépasser, où on fait des choses qu'on n'a pas prévues et où éventuellement on se surprend soi-même en fait. Et donc dans ce sens-là, oui, mais pas en tant que sport de compétition, plutôt comme sport pour se découvrir soi-même. Não entendo você, Matias. Não entendo. Você mesmo falou tantas vezes em separação, quando eu tomo uma decisão, você volta atrás. Não acredito nessa separação. Pois pode acreditar. Você tá sendo leviana de novo. Você não tem direito de falar assim comigo. Tenho sim, desculpa. Sabe o que acontece? Você tá perdendo a esportiva. Sim, perdi a esportiva, perdi a paciência, perdi o saco, perdi tudo. Quer saber? Eu não quero ficar mais uma noite dormindo com você. Eu não quero passar mais uma noite casada com você. Você também vai ficar mais feliz livre de mim. Fred Astaire ou Bruce Lee, les deux. Mais je dirais même Jackie Chan. Parce qu'en fait, je considère Jackie Chan réellement le Fred Astaire des arts martiaux. Parce que c'est l'invention. C'est vraiment une question d'invention. C'est-à-dire que Fred Astaire, c'était... il prend une bouteille, il la jette, elle tombe par terre, il danse avec le machin. Et il y a une espèce de, tout d'un coup, de tout ce qui est autour de lui, il le rend magique. Et en fait, alors c'est plus sur le ton de la comédie chez Jackie Chan, et c'est beaucoup moins couillu, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Bruce Lee, c'est la démonstration de testostérone, il faut vaincre, etc. L'autre non, c'est un clown. Mais dans ce qu'il fait, il y a une invention permanente, il y a une folie pour moi. Il va se battre avec n'importe quoi, il va glisser, il va rentrer dans le trou de la bagnole, il va jongler avec la bouteille, il va se prendre dans la gueule, elle va rebondir, elle va casser la gueule au méchant. Et quand on sait que tout ça est réglé, ça me fascine. Hein. Parce que c'est, encore une fois, l'invention, quoi. C'est l'invention qui me parle le plus, en fait. Votre atout le plus précieux? L'énergie. D'ailleurs, c'est ce que je soigne le plus. Parce que quand mon énergie baisse, tout devient beaucoup plus compliqué pour moi. Je marche beaucoup à l'énergie. Et du coup, c'est pour ça que j'ai toujours essayé enfin, je suis obligé, un peu d'une certaine manière, de garder un contact assez proche avec ma physicalité, en fait. Ça me sert vraiment d'outil. Et que si tout d'un coup, je suis réduit à ce niveau-là, mais même pour jouer quelque chose de très calme, même pour jouer quelque chose de très statique, j'ai besoin qu'entre les prises, d'ailleurs, si un jour on se croise sur un plateau, vous verrez que je suis... J'en suis témoin d'ailleurs, moi aussi, hein, mais mon énergie est décuplée, j'ai 16 ans et demi, et tout est... je suis complètement désinhibé. Et j'ai besoin de l'exprimer. Tout le temps. Alors, si ça vous fait marrer, ça va. S'il y a des gens qui me supportent mal sur un plateau, ça peut être emmerdant. Mais bon, j'essaye d'être poli quand même, un minimum, mais ne pas gêner les autres. Comment peut-on vous diriger? En me regardant, en fait. Et je pense que réellement, j'ai eu cette conversation avec plusieurs metteurs en scène depuis le début. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend à travailler soi-même. J'ai une petite histoire concernant Jacques Audiard, avec qui on avait commencé à tourner sur mes lèvres et qui me disait alors donc on commence à tourner. Et il vient me dire Vincent, tu sais, le personnage, parce qu'à un moment, il y a une espèce de mélange de ceci, de cela, et puis après, parce que, tu sais, n'oublie pas que ceci, etc. Et c'était horrible parce qu'il me parlait, j'ai beaucoup de respect pour Jacques Audiard, et ce qu'il raconte est passionnant, mais le problème, c'est que je m'endors. Je m'endormais. C'était des considérations qui étaient tellement psychologiques, qui étaient dans le domaine du raisonnement plus qu'autre chose, et comme... Donc j'écoutais et donc mon énergie baissait, cette fameuse énergie. Et quand je devais revenir au boulot, il fallait que je reconstruise tout pour être dans... Et à un moment, je lui ai dit, écoute, vraiment, Jacques, je suis désolé de te dire ça, mais quand tu as un truc à me dire, dis-le moi en 3 mots. Pourquoi tu prends 20 phrases? Je peux pas, tu me casses. Et je crois pas qu'il ait très bien pris sur le moment. Il m'a fait, ah oui, d'accord, bon, très bien, ok, d'accord. Et à partir de là, on ne s'est plus parlé. Mais par contre, il était là. Un peu plus, un peu moins,
bien, oui, non, lui, on ne lui parle pas, c'est pas la peine, etc. Mais parce que je pense réellement que la direction d'un acteur, c'est la manière dont vous le regardez. C'est le regard d'un metteur en scène qui va tout changer, parce qu'en fait, à travers, et alors bon, il faut que ça soit un regard précis et vrai, on ne peut pas faire semblant là, hein. Mais la manière dont vous regardez le metteur en scène vous donne vos limites. Les limites du personnage, les limites de ce que le film peut permettre. Et donc voilà. D'ailleurs, un acteur ne fonctionne que à travers le regard des autres, donc encore plus à travers celui du metteur en scène. Qui savez-vous imiter? Je suis pas très bon en imitation. Putain, alors, non, je suis un très mauvais imitateur. J'en ai parlé au moment de la sortie de Mérine, c'est que ma grande chance avec Mérine, c'est que comme on ne savait pas exactement comment il était, ça me laissait une marge de manœuvre énorme. Et on m'a proposé après le rôle de Yves Montand, et là je suis incapable de le faire, parce que je ne peux pas imiter. Et puis en plus de ça, j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie. Ça m'aurait intéressé de jouer un personnage comme Montand ou comme Coluche. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait Xavier de Maison qui était ici aussi. À partir du moment où je peux dire ok, on garde son histoire, mais j'ai pas besoin de le représenter lui. Et à partir du moment où je dois arriver à la bicycle, c'est impossible, impossible. J'en suis incapable, et en plus de ça, je m'en fous. Greta Garbo ou Monique... Ben voilà, ma réponse est faite. Greta Garbo ou Marilyn Monroe, j'arrive même pas à le dire. Monica Bellucci, et le reste, on s'en fout. J'ai déjà ma propre diva, j'en ai pas besoin d'autres. Puis en plus, elles sont mortes, les autres. Alors, votre visage est-il aussi mobile que votre corps? Alors, je ne suis pas encore courte manche, ni Jim Carrey, mais en fait, il faut faire attention. En fait, vous savez, le cinéma est une grosse arnaque. En tout cas, c'est beaucoup plus technique que ce qu'on croit, en tout cas pour durer. Et que ça dépend des plans. Il y a des plans où il faut vraiment... Qu'est-ce qui disait ça? Je crois que c'est Orson Welles qui disait en fait je filme mes acteurs en gros plan quand ils sont pas assez bons. Dans le plan large, je veux dire. Et donc voilà, j'ai le visage très mobile, mais je me soigne. Ah, bem oportuno. Clarice, por favor. Desculpa, eu tava brincando. Não pode brincar? Bom, mas então, É a história de um casal, Otávio e Isadora. Um dia, a Isadora conhece um rapaz 10 anos mais novo que ela. Eles começam a ter um caso. No começo é um caso discreto, sabe? A Isadora acha que aquilo não tem a menor importância. Não tem a menor importância, mas ela é casada, né? Isso. O marido. O marido descobre, claro. O traído sempre descobre, né? mas aí, eles se separam? Ela quer, mas ele não quer. Ele? Gaspard Noé ou Jacques Audiard? Gaspard Noé. J'adore ce que fait Jacques, et c'est évidemment un des plus grands metteurs en scène qu'on ait aujourd'hui en France. Je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus, etc. Mais vous savez, c'est très bizarre parce que peut-être que Sur mes lèvres est un de mes plus beaux films. C'était le préféré de mon père, en tout cas. Mais c'est facile d'aimer Jacques Audiard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout d'un coup les Césars disent Jacques Audiard est extraordinaire, tout, c'est facile. C'est facile pour le microcosme du cinéma français d'intégrer un mec comme Jacques Audiard. Un mec comme Gaspard Noé, ça devient plus compliqué. Parce que ce que fait Gaspard Noé peut vous remettre en question en tant que public. Et même en tant que personne, que citoyen. C'est scandaleux. J'ai vu des gens tellement outrés en sortant de l'Irréversible. Et ça vous met face à des choses qui sont beaucoup plus violentes. J'ai pas vu un prophète encore. Je crois que Jacques est en train de se diriger peut-être vers quelque chose de plus en plus dur aussi. Mais je trouve que les deux sont d'ailleurs peut-être nos deux plus grands metteurs en scène français aujourd'hui. Mais je me sens le devoir de représenter un Gaspard Noé. Jacques Audiard, il n'a pas besoin de moi. Gaspard non plus d'ailleurs.
Mais Gaspard, et les gens ne le reconnaissent pas assez, concrètement. Je ne peux pas comprendre qu'une académie comme les Césars passe un Gaspard Noé complètement sous silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont aveugles? Ou ils sont racistes? Ou ils ont peur? Enfin, nous d'ailleurs, parce que j'en fais partie aussi maintenant. Comment fait-on pour vous diriger? Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut me regarder, putain mais il est sourd. Avec qui auriez-vous rêvé de travailler? Alors, c'est très bizarre parce qu'on me pose souvent cette question et en fin de compte, je n'ai pas de rêve aussi précis que ça. Je n'ai pas de rôle de prédilection. Je me dis, oh putain, j'aurais tellement voulu jouer Alceste ou j'aurais tellement voulu travailler. Si, alors après, si. Mais genre, ma liste, même exhaustive, elle est infinie. Je veux dire, il y a 150 000 personnes avec qui je voudrais travailler. Je suis un très mauvais fan. Là, c'est dans le sens de ce que vous pourriez regretter de n'avoir jamais fait. Ah, c'est-à-dire avec des gens qui ont disparu? Oui, Ah, Fellini. jamais fait. Fellini, j'aurais adoré. Et je suis sûr que si Fellini était encore vivant, je ne sais pas s'il aurait travaillé avec moi, mais je pense qu'il aurait travaillé avec ma femme. Ouais, Fellini, ouais, j'aurais adoré travailler avec Fellini. Et d'ailleurs, toute cette période du cinéma, qui pour moi est la plus belle, enfin le plus beau moment de l'histoire du cinéma, c'est ce qui se passe là, c'est le néo-réalisme italien, il y a tout dedans, il y a tout ce qui est le plus beau, tout ce qui me plaît. C'est drôle, c'est beau, et on pleure. Mais tout dans le même film, c'est ça qui est génial. C'est la vie, quoi. Hayam ou NTM, vous savez, moi, le problème, c'est que j'ai grandi là-dedans. Au mariage de mon cousin, il y avait Hayam, NTM et Assassin. C'est-à-dire qu'ils étaient tous là. Parce que on n'était pas nombreux à l'époque à écouter ce genre de trucs. Et puis après, les choses se sont envenimées et c'est devenu un espèce de potage de merde dont finalement personne n'est jamais sorti. Pas avec Hayam, hein, plutôt avec NTM. J'ai beaucoup de respect pour ce que fait mon frère Assassin encore aujourd'hui, mais je dois dire qu'il y a un rappeur, indépendamment de tout, qui me touche, qui m'a touché dès le début, avant que je le connaisse, et qui continue à me toucher et qui est vraiment quelqu'un que j'écoute régulièrement pour ses textes, c'est Oxmo Puccino, qui est devenu un pote, et qui est vraiment... parce que le problème, c'est que les raps de quarantenaire, c'est quoi exactement? J'avais travaillé avec un mec qui s'appelle Exhibit, je sais pas si vous voyez qui c'est, et Exhibit me disait « Man, rap is a young man's game ». Il en était conscient, quoi. Et je le pense, et qu'il y a un moment, on ne peut pas faire du rap pur et dur à 40 piges. Il y aura de toute façon un côté un peu ridicule, à moins de faire évoluer la chose ailleurs. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire Oxmo avec brio. Parce que maintenant, c'est les mots, il abandonne l'attitude, qu'il n'a jamais vraiment eu d'ailleurs. Donc voilà. C'est super. Non mais il faut écouter le premier, vous avez entendu le premier? Ah ouais, non, mais humainement en plus, il est de mieux en mieux ce mec-là. Il faut qu'il fasse du cinéma en plus, parce qu'il est indépendamment du fait que je pense qu'il peut vraiment écrire des scénarios incroyables, il a un charisme incroyable, vous avez vu sa gueule? Il est beau comme tout, quoi. Il a une espèce de tête, ça fait rêver. Quel est le premier film qui vous a marqué? Et où l'avez-vous vu? Alors... Mais je reviens à Orfeo Negro. Parce que c'est en fait mes premières sorties avec mon père au cinéma. Kino Panorama à l'époque, bon maintenant il y en a partout des trucs comme ça, mais c'était pas rien. Et j'ai vu ça au Kino Panorama et j'ai vu West Side Story. Donc ça m'a profondément marqué. Mais en fait, je me suis rendu compte aussi, et j'en avais parlé avec votre collègue de Télérama la dernière fois que j'ai fait un truc avec vous, c'est qu'en fait j'ai grandi dans un cinéma moi. J'ai réalisé ça beaucoup plus tard. C'était tellement normal pour moi que j'avais pas réalisé qu'en fait la majeure partie de ma culture cinématographique, en fait je l'avais ingurgité, même pas avec mon père d'ailleurs, avec mon grand-père. Cinéma d'Arcachon. On vivait dans les loges pour les acteurs parce que c'était un cinéma-théâtre. Mes toilettes c'était les toilettes du cinéma. Nos chambres c'était donc les loges avec le miroir, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Après, forcément, avec un père acteur, et si je grandis dans un cinéma, il y a un moment, si je deviens acteur, c'est pas vraiment de ma faute, quoi. En fait, si. Mais
Et donc j'ai vu beaucoup de films là-bas qui m'ont... j'ai tout vu. J'ai tout vu là-bas, en fait. Tout, l'après-midi, Titi et Gambinet. Le soir, les Monty Python ou les Charlots sont en vacances. Et les Trois Mousquetaires. Taxi Driver. Léo du Hurlevent. Et... juste ma grosse bite aussi. Parce que à minuit, il y avait des films porno. Une culture très large. Voilà. Ah ben je vais attendre celui-là l'an dernier parce que... Savez-vous rapper? Non. Non. Non, puis j'ai trop d'exemples dans la famille pour pouvoir me lancer là-dedans. Mais après, mais je rappe quand même, hein, attention. D'ailleurs, dans Lascar, j'ai fini par rapper quand même. Il y a un morceau à la fin où les personnages... Vous voyez Lascar, le dessin animé. Et finalement, à un moment, je leur ai dit, j'ai dit, mais putain, mais vos personnages n'arrêtent pas d'avoir des gimmicks, la Dream Team du ghetto, et il y a du beatbox, et il y a des machins et tout, et ils ont un rêve, c'est de faire de la musique, et ils font pas de musique dans le film. Il faut nous faire un morceau. Ils ont dit, putain, t'as raison. Ils ont réécrit la fin, ils ont intégré ça, pour que ça ne soit pas un morceau bidon. Donc à la fin, ils font un morceau qui s'appelle Le Petit Bonhomme est vert. Le Petit Bonhomme est vert. Je crache plus par terre, je traite plus les mers, je traverse que quand le petit bonhomme est vert. Vraiment un rap de Kaira. Voilà. Démonstration. Et maintenant? Alors maintenant... Ben oui, très bonne question. Et maintenant, déjà il va y avoir la sortie de Lascar pour moi et de A Deriva, qui est un film de cœur pratiquement. Je viens de tourner le film de Romain Gavras qui me vaut cette tête de genou, donc qui s'appelle Seigneur. Et puis ensuite j'ai pas mal de trucs dans les tuyaux, mais je suis pas pressé, comme toujours. Donc je sais pas par quoi je vais commencer. J'ai un truc au Brésil encore avec Mickey Rourke et Meryl Streep et Alice Braga, qui est tiré d'une nouvelle de Paulo Coelho. Avec Annie Aboulassad qui avait fait Paradise Now à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai le Cavalier suédois avec Christophe Gans qui se promène là un peu. J'espère que ça va se débloquer parce que c'est un projet que je suis depuis longtemps et que je trouve magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez le livre. Et magnifique. Donc ça c'est vraiment un truc qui me tarde. J'ai un film peut-être avec Andrew Nichols là qui partirait en Australie. Et puis j'aurai peut-être aussi un truc en Argentine. Et puis si tout ça ne se fait pas, je serai au Brésil, de toute façon. En France? Ben oui, c'est vrai, la France, putain merde, attends, qu'est-ce qui m'arrive là? Eh ben si, ben, il y a quand même le Christophe Gans, je viens de faire le Romain Gavras. Ben ici, il y a ça. Et puis, alors, si, il y en aurait peut-être un autre, mais comme c'est pas encore vraiment annoncé, je préfère le garder encore un peu de... De toute façon, en règle absolue, pour répondre à votre question et maintenant, quand je sais trop ce qui va se passer, ça me rassure, mais ça me fait flipper. Je sais plus, j'ai l'impression d'être enfermé. Quand tout d'un coup, tout se casse la gueule et que tout d'un coup, je me retrouve encore avec de la liberté, en fait, parce que vous voyez, quand même, dans mon discours, la liberté revient assez fréquemment. En tout cas, le sentiment de liberté. En fait, ça me fait un peu peur, mais je préfère. Je préfère ce moment où tout est possible que le moment où on sait déjà ce qu'on va faire. Merci. C'est pas mal votre truc. Un petit mot que vous avez trouvé ?